Émission du 6 décembre 2023. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, retour sur ce concert de dénonciation depuis l'annonce de la composition du comité de sages sur les questions d'identité de genre. Les 3 membres du comité sont cisgenres, une décision du gouvernement caquiste qui passe difficilement dans nos communautés. Au nombre des critiques, l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec, nous recevons ce soir son président, Dave Tremblay. Bonsoir, Dave. Bonsoir. Pouvez-vous vous décrire et nous partager vos pronoms? Oui, en fait, il, accord masculin. Je suis une personne cis blanche. Je m'entends quand même en retour, je suis désolé. Ah, on va essayer de fermer mon micro pendant que vous répondez à mes questions, que ce soit plus agréable. Oui, vous alliez dire... Merci. Oui, donc c'est ça, je suis une personne cis blanche, je suis avocat, je suis impliqué à l'Alliance Arc-en-Ciel depuis maintenant 2014. Également, je suis président du conseil d'administration depuis 2021. Voilà un court descriptif de ma personne. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez plus de détails. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+? Pour moi, faire partie des communautés LGBTQ+, en fait, c'est faire partie de quelque chose de plus grand que moi. C'est de faire partie d'une belle et grande famille. On est tous des personnes distinctes, on est tous des personnes uniques, puis on s'entraide. On a des points communs, puis on fait ça ensemble. Puis c'est ça pour moi, faire partie des communautés LGBTQ+. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris la nouvelle mardi matin sur la composition du comité de sages? J'ai été très déçu, honnêtement, de voir justement que c'était 3 personnes qui n'étaient pas expertes en matière de diversité sexuelle et de pluralité de genre. Également, des personnes qui n'étaient pas concernées par ces questions-là, qui ne faisaient pas partie des communautés. C'était en même temps l'ensemble des organismes qui ont appris la nouvelle. Je pense que c'était unanime. On était tous et toutes très, très, très déçus de cette annonce-là parce que ça montre encore qu'il y a une déconnexion entre les décisions qui sont prises par le gouvernement et les réalités qui sont vécues sur le terrain. On approfondit le sujet dans quelques instants. Et puis par la suite, nous aurons un panel sur les relations israélo-palestiniennes et le mouvement de solidarité queer. 2 militantes vont se joindre à nous un peu plus tard, là, mais pour le moment, sur scène, il y a Bison Rose du collectif queer anticapitaliste Pink Bloc, à qui nous avons accordé l'anonymat pour des enjeux de sécurité. Bonsoir, Bison. Bonsoir, Kim. Pouvez-vous nous décrire, vous décrire en fait et nous partager vos pronoms? Oui, donc je m'appelle Bison Rose. Je suis alliée blanche, transféminine. J'utilise les pronoms YEL avec les accords au féminin. Je suis habillée en anonymat en rose. Je porte un couffier rose et des lunettes fumées. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+? Pour moi, une grande partie de mon expérience queer, c'est la politique, la solidarité, l'activisme queer. Mais aussi un sentiment de communauté, un sentiment de convivialité entre personnes queer. Qu'est-ce qui vous a amené justement vers le militantisme, l'activisme? Écoute, ça va mal à la shop à cette heure, on peut se le dire. En fait, j'ai vraiment commencé à m'impliquer plus dans le militantisme queer avec la montée de la transphobie dans les derniers 6 mois à 1 an. Avant ça, j'étais quand même assez impliqué sur les côtés. J'allais en manif puis tout, mais c'est vraiment avec les contre-manifs trans que j'ai commencé à m'impliquer un petit peu plus, notamment avec le Pink Bloc. On va reparler un peu plus tard à l'émission. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée ou je laisse le choix entre « il » ou « elle ». Ce soir, sur scène, je porte un chandail gris rayé d'une barre blanche et de 2 barres bleu marin. Et je porte des lunettes aux reflets mauves et, comme toujours, des cheveux volumineux aux nombreuses boucles. Nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous.
Au lendemain de l'annonce des membres du comité de sages sur l'identité de genre, le mécontentement ne faiblit pas dans la communauté. Tout au long de la journée, mardi, de nombreuses organisations LGBTQ+ ont dénoncé les choix du gouvernement, qui n'a inclus ni personne de la diversité de genre, ni personne experte de ces questions dans le comité. Qui sont donc ces sages? D'abord, l'ex-présidente du Conseil du statut de la femme, Diane Lavallée, qui en est la présidente, le constitutionnaliste Patrick Taillon et le médecin de famille Jean-Bertrand Trudeau. On en discute avec le président de l'Alliance Arc-en-Ciel, organisme LGBTQ+ de Québec, Dave Tremblay. Rebonsoir, Dave. Bonsoir. Alors, parlons d'abord de cette non-représentativité de la diversité de genre au sein du comité, parce que c'est vraiment une des critiques principales là, qui a émergé hier. Jugez-vous qu'elles ont la crédibilité pour accomplir le travail qui leur est demandé? C'est malheureux parce que c'est des personnes de qualité, mais malheureusement, elles n'ont pas justement cette crédibilité-là parce qu'elles ne sont pas expertes et elles ne sont pas concernées par les questions. Donc, il y a un manque de légitimité, vous trouvez? Exactement, il y a un manque de légitimité de ces personnes-là. Je m'excuse, est-ce que ça va être possible de recouper ton micro? Oui, parfait. Mon collègue a entendu le message. Merci. Oui, je suis désolé parce que c'est difficile de s'entendre en retour de son. En fait, c'est ça, je trouve vraiment qu'il y a un manque de crédibilité de la part de ces trois personnes qui ont été nommées, qui peuvent avoir des candidatures même de qualité, mais qui ne peuvent pas se prononcer sur des questions dont ils ne connaissent malheureusement pas le sujet, puis ils ne font pas partie, n'ont pas la sensibilité que justement les personnes du milieu pourraient avoir sur lesquelles il va y avoir nécessairement des angles morts, des mauvaises compréhensions. Il y a un grand processus d'apprentissage aussi que ces personnes-là vont devoir faire pour acquérir là, certaines connaissances là, sur ces sujets-là. Donc, pour nous, effectivement, il y a un enjeu de crédibilité et de légitimité. Le gouvernement devait se douter quand même là, que cette annonce allait être plutôt mal accueillie, notamment parce qu'il savait que les communautés s'attendaient à être représentées. Vous-même, en tant que président de l'Alliance Arc-en-Ciel, vous avez écrit au gouvernement cet automne pour partager vos craintes. Comment vous recevez cette forme d'affront? Mais en fait, je le reçois. Puis moi, on a envoyé une lettre parce qu'on se souviendra au début, là, on a entendu parler des premiers balbutiements de ce projet-là. Ça devait être un comité d'experts. Puis à un moment donné, on a entendu que c'est devenu un comité de sages. Donc là, c'est devenu inquiétant pour nous. Ça, du moment où il n'y avait plus les connaissances, il n'y avait plus d'experts qui allaient se prononcer sur le sujet. Donc, on a écrit au premier ministre, on a mentionné justement que ça devait être des personnes expertes, ça devait être des personnes qui étaient issues de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre. Le gouvernement s'est fait répéter les mêmes choses par le Conseil québécois LGBT, puis on a quand même décidé d'ignorer ces situations-là, cette problématique-là de crédibilité, de légitimité. On ignore les raisons pour lesquelles, justement, le gouvernement ne voulait pas de personnes qui connaissaient les sujets de manière, justement, scientifique, avec des préoccupations puis des connaissances sur les enjeux LGBTQ+. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, et la présidente du comité de sages, Diane Lavallée, ont refusé nos demandes d'entrevue pour l'émission de ce soir. En point de presse hier, Diane Lavallée a quand même reconnu qu'il aurait été probablement, entre guillemets, impensable qu'un comité étudiant la condition féminine, par exemple, ne comporte aucune femme dans ses rangs. S'il n'y a pas cette tolérance-là, ou en fait, s'il y a plutôt cette intolérance-là pour un comité qui représente, en fait, qui étudie la condition féminine, pourquoi est-ce que pour les communautés LGBTQ+, on la tolère, cette non-représentativité-là? Bien, je pense qu'on ne la tolère pas dans un premier temps. Elle nous est imposée. On comprend que ce n'est pas notre décision, c'est le gouvernement qui a décidé de mettre en place un comité de sages. C'est le gouvernement qui a décidé de nommer ces personnes-là, puis comme on l'adresse depuis le début, il va y avoir un problème de crédibilité puis un problème de légitimité avec l'ensemble du processus, avec les travaux, probablement avec les recommandations qui vont également être faites par le comité des sages. Donc, à partir de ce moment-là, non, on ne l'accepte pas. Il nous est imposé. Puis je pense que, certes, il va y avoir une présence du Conseil québécois, là, il y a un devoir de collaboration, mais ce n'est pas suffisant à notre avis. Est-ce que c'est un peu électoraliste? C'est de chercher à parler à son public directement en nommant justement trois personnes qui rejoignent peut-être un peu plus le cible électoral de la CAQ possible, mais du moins, là, ça ne nous satisfait pas, nous, les communautés.
Vous avez parlé de la collaboration qui va exister entre ce comité de sages et le Conseil québécois LGBT. Vous voyez ça d'un bon œil, légèrement rassurant, mais vous avez parlé en fait que ça reste un peu insuffisant. Comment vous voyez cette collaboration-là à venir? Est-ce que le Conseil québécois LGBT, on lui donne la place qui lui revient dans le débat? Mais moi, je pense qu'on laisse ça à la discrétion du comité des sages, puis pour pas faire de jeu de mots, un mauvais jeu de mots, il serait sage que le comité de sages consulte le Conseil québécois LGBT le plus souvent possible, puis qu'il s'adjoigne justement là, de personnes expertes du milieu universitaire, de personnes qui ont du vécu, qui vont pouvoir justement guider les stages dans leurs travaux. Ils doivent pas faire ça dans leur tour d'ivoire, ils doivent aller vers les gens puis acquérir des connaissances que ces personnes-là n'ont pas. Donc, pour nous, c'est certain qu'il y a cet enjeu-là qui est important. Une autre critique entendue, c'est que le mandat du comité est quand même large. Je le résume, se doter d'une base d'informations commune sur les questions d'identité de genre, créer un espace de réflexion pour alimenter les futures décisions du gouvernement et apaiser les tensions sociales. Tout ça pour début 2025. C'est beaucoup de travail, considérant qu'elles ne sont pas expertes sur le sujet, comme vous l'avez dit, et ça coûte cher, 800 000 $. Est-ce qu'avec tout ça, c'est réaliste de penser que leurs travaux vont déboucher sur quelque chose de concret et positif? Mais il y a plusieurs volets à ta question. En fait, 800 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est 800 000 $ pour reprendre justement la leader de l'opposition officielle hier disait c'est 800 000 $ qui auraient pu être donnés aux organismes communautaires pour réellement faire une différence. C'est 800 000 $ qui auraient pu être investis au bureau de lutte à l'homophobie et à la transphobie, qui a justement des ressources, une connaissance, une expertise sur le domaine qui a été mis en place il y a plusieurs années, qui, à mon avis, ont déjà cette documentation-là qu'on demande au comité de sages de refaire. Donc, c'est 800 000 $ qu'on tire un peu dans le feu, là, si on me permet l'expression, puis ce n'est pas justement raisonnable de dépenser des fonds publics sur un comité qui n'est pas légitime, qui n'est pas crédible, puis qui va refaire un peu le travail qui existe déjà par un organisme gouvernemental bien établi, qui a le respect justement aussi, là, puis qui travaille en collaboration avec les organismes LGBT au Québec. Malgré tout ça, le gouvernement, le comité de sages et le Conseil québécois LGBT ont quand même mentionné qu'il n'est pas question que ces travaux mènent à un recul des droits. Mais quand vous entendez ça, vous restez un peu sur votre faim quand même, là. Ben exact. Puis ne pas reculer sur nos droits, ce n'est pas avancer. Puis nous, ce qu'on recherche, c'est avancer sur nos droits. Puis moi, j'ai écouté une entrevue qui a été donnée justement par Patrick Taillon en septembre, pendant justement qu'il y avait tous ces enjeux-là, toute cette haine envers la communauté LGBT. Puis il s'est prononcé sur un sujet sur lequel le comité de sages va être amené éventuellement à se prononcer. On parle des prénoms à l'école qui peuvent être choisis par des enfants trans, puis les pronoms utilisés par ces enfants-là, puis de la connaissance des parents, justement, là, de ces demandes-là des enfants. Ce que Patrick Taillon mentionnait lors de son entrevue, c'est que pour lui, c'est légal, ça respecte les chartes des droits et libertés, puis qu'éventuellement, à moins qu'il y ait une notion de sécurité. Donc, vraiment, là, qu'il pourrait y avoir une atteinte à la sécurité de l'enfant. Autrement, cette demande-là, cette modification-là conviendrait. Donc, on comprend que c'est pas des avancées, puis c'est inquiétant, justement, là, d'avoir déjà entendu ces propos-là du comité de sages, d'une personne qui composait le comité de sages. Donc, pour nous, peut-être que c'est pas des reculs, mais ce n'est très certainement pas des avancées, puis il va falloir suivre les travaux là, avec intérêt, puis éventuellement, si ça ne nous plaît pas ou si le Conseil québécois n'est pas suffisamment impliqué, bien, il faudra voir à se retirer de ces travaux-là puis les laisser finalement donner un rapport qui ne sera pas crédible ni légitime puis qui ne réglera aucunement les questions. Alors, la vigilance sera de mise. Dave Tremblay, président de l'Alliance Arc-en-Ciel à Québec, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, merci.
Quelques nouvelles d'Alex Frédéric Mignot, à qui on a parlé la semaine dernière alors qu'elle était en grève de la faim pour obtenir le marqueur de genre X sur sa carte d'assurance maladie du Québec. Elle a mis fin à son acte de protestation vendredi, le 1er décembre, après 12 jours sans s'alimenter. Il faudra encore patienter pour voir apparaître le marqueur de X sur la carte de la RAMQ, mais Alex Frédéric croit quand même que son geste a permis d'avoir des avancées. Notamment, il m'a dit qu'il y a déjà eu au moins un document à la RAMQ qui a été modifié pour permettre l'utilisation du marqueur X. Et elle a pu aussi s'entretenir avec beaucoup de gens du gouvernement haut placés ou qui ont de l'influence auprès du gouvernement, mais aussi d'institutions publiques comme la Régie de l'assurance maladie du Québec et le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, tout ça, c'est en attendant les conclusions du comité interministériel qui se penche sur la question. Là. Sa priorité, en attendant, c'est de récupérer après ces 12 jours de la grève de la faim. Autre nouvelle, le 6 décembre, c'est la Journée internationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Il y a 34 ans, 14 jeunes femmes ont été brutalement assassinées à Polytechnique, Montréal. Plusieurs événements de commémoration ont eu lieu dans la journée, dont la projection des 14 faisceaux lumineux sur le Mont-Royal en début de soirée, en mémoire des 14 victimes. Et puis sur son site Internet, le gouvernement fédéral note que la violence fondée sur le sexe a été aggravée par la pandémie de COVID-19. Les services de police, les maisons d'hébergement, les organismes locaux, par exemple, ont signalé une augmentation du nombre d'appels durant cette période. Deux mois après l'attaque du Hamas en Israël, c'était le 7 octobre, nous allons plonger dans les relations israélo-palestiniennes à travers le regard et le vécu de trois militantes queer pro-palestiniennes. Dans les 2 derniers mois, il y a un mouvement international de solidarité queer qui s'est organisé et qui a pris la parole publiquement pour dénoncer le sort réservé au peuple palestinien par Israël. Nous joignons d'abord par téléphone Nelly, militante arabe queer. Bonsoir Nelly. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms? Oui, donc je suis Nelly, comme vous avez dit, militante queer arabe, d'origine arabe, et mes pronoms sont elle. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+? Qu'est-ce que ça veut dire de faire partie des communautés LGBT+. En fait, je dirais en premier lieu, pour moi, être queer, c'est politique. Donc, je vais citer une phrase fameuse en anglais qui dit que not gay as in happy, but queer as in free Palestine. Donc, traduit de façon très brute, c'est pas gay comme synonyme à être heureuse, mais queer comme la Palestine sera libre. Voilà. Et aussi au téléphone, la cofondatrice de Mubadarat, un collectif pour personnes LGBTQ+, des régions arabophones, Mariam Manaï. Bonsoir. Bonsoir Kim, bonsoir tout le monde. Alors Mariam, est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms? Oui, bien sûr. Je m'appelle Mariam Manaï, j'utilise les pronoms yel et elle. Je suis nord-africaine, non-binaire, lesbienne, musulmane et militante pour les droits des communautés LGBTQ+. Je suis également membre fondateur de Mubadarat et d'autres organismes communautaires. Je porte un chandail bleu ciel et une koufia palestinienne noir et blanc. Et je suis actuellement dans ma chambre. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+? Oh bon Dieu. Pour moi, faire partie de cette communauté et être queer en soi-même, c'est tout d'abord être fidèle à soi-même, être authentique, être à l'écoute de l'autre et être aussi fidèle aux causes justes.
Et bon, je l'ai mentionné, vous êtes cofondatrice de Mubadarat. Il y a Ouais. probablement plein d'auditeurs, auditrices qui n'ont pas entendu parler de ce collectif, cette organisation. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que c'est et comment c'est né? Oui, bien sûr. Euh, En fait, l'idée de Mubadarat a commencé quand on a perdu quelques personnes de notre communauté LGBTQ+, ici au Canada, comme quand on a perdu la militante égyptienne Sarah Egazi, la femme trans Iliana, en plus avec l'isolement, la pandémie, etc. Euh, donc, ça, c'était vraiment le début de l'initiative Mubadarat. Juste un peu pour aussi expliquer c'est quoi Mubadarat pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est un groupe grassroots qui est constitué des personnes qui vivent en asile ici au Canada et qui sont en provenance des régions qui parlent la langue arabe, donc des régions arabophones. Pas toutes les personnes qui font partie de Mubadarat s'identifient comme arabes, mais on partage quand même la langue arabe comme langue commune de communication. En gros, Mubadarat est un espace sécuritaire qui nous permet en tant que queer arabophone de pratiquer notre langue, de conserver notre culture. Et c'est là, en fait, où on peut être soi-même. Puis, l'autre élément, c'est que l'initiative Mubadarat, en fait, le nom Mubadarat, ça veut dire initiative au pluriel en français. Et ça reflète, en fait, sa méthode de travail. Donc, les personnes qui sont membres de Mubadarat, ils viennent avec leur initiative et on essaye collectivement de trouver des moyens et des méthodes pour soutenir ces personnes à réaliser ces initiatives-là. Et Et ça nous, fait 4 ans, en fait, qu'on travaille. parfait. Et aussi, nous retrouvons Bison Rose, militante queer, membre du collectif révolutionnaire anticapitaliste Pink Bloc. Rebonsoir, Bison. Rebonsoir. Alors là, la table elle est mise. Vous connaissez tout le monde avec qui on parle autour de la table. En fait, elle est presque mise. Parce que ma première question, Nelly, elle est pour vous. J'aimerais qu'on permette à nos auditeurs, auditrices de se mettre en contexte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous dénoncez et ce que vous revendiquez? Oui, premièrement, je voudrais peut-être commencer avec le fait qu'on parle d'un génocide. On parle d'un génocide par une entité zioniste euh, occupante de la Palestine qui vraiment occupe les terres palestiniennes depuis plus de 75 ans. Ce qui se passe présentement à Gaza, c'est une totale destruction de la fibre de la civilisation et de la population de Gaza. Juste pour vous donner un exemple, et ça, c'est des nouvelles très fraîches, Israël a détruit les archives centrales de la ville de Gaza. Donc, ça efface des milliers de documents historiques de l'histoire de la ville, dont certains sont vieux de plus de 100 ans. Présentement, il y a ce que plusieurs ont dénoncé au niveau des organismes de droits humains, qu'il y a une guerre de la faim qui a commencé. Donc, Israël n'a non seulement bombardé et tué et mutilé des centaines de milliers de personnes et déplacé, mais maintenant, on est dans une phase où ce n'est pas juste les bombardements qui vont tuer les gens. Le fait qu'Israël coupe Gaza de nourriture pousse les habitants dans les refuges à se battre pour la nourriture. Donc, avec ce qui se produit, il n'y a pas seulement la nourriture, il y a l'eau, il y a le carburant, il y a l'électricité, il y a tout ce qui nous permet de communiquer. Internet est complètement... Gaza est complètement assiégé et coupé
de tout cela. Et ça fait en sorte, en fait, que je pense que les gens n'arrivent pas à imaginer l'ampleur des destructions à Gaza. Et donc, J'aimerais pas... Oui. j'allais dire, et donc pour mettre fin à ça, qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui? Oui, ben en fait, ce serait que c'est pas une crise, il s'agit pas d'une catastrophe naturelle, il s'agit vraiment d'une décision humaine, délibérée, calculée par des responsables israéliens et une société en fait coloniale raciste qui encourage à agir ainsi et qui aurait pu être évité tout ça. Donc, ce qui est nécessaire présentement, c'est un cessez-le-feu immédiat et total de mettre fin au siège et lever le blocus sur Gaza, de sanctionner Israël, puis en fait de libérer la Palestine en mettant une fin totale à l'occupation de la Palestine. Et puis comment vous vivez tout ce qui se passe au Proche-Orient ici en tant qu'Arabe queer? Ben, c'est en tant qu'humaine, en fait, c'est difficile, c'est rageant, c'est plusieurs choses en même temps. C'est aussi politique de façon plus large. Le fait qu'Israël utilise les identités de personnes queer pour redorer l'image d'Israël est complètement révoltant. Euh, je pourrais parler de pinkwashing, par exemple, qui est en fait une grande stratégie menée, organisée, financée par l'État zioniste, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, du ministère du Tourisme, de nombreuses autres entités, comme des entreprises de relations publiques en Amérique du Nord et des groupes LGBT israéliens. Puis en fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les droits des personnes LGBT pour, en quelque sorte, vraiment redorer l'image d'Israël comme étant genre un endroit fun, fabuleux, moderne, démocratique. Et au final, donner cette image d'Israël comme étant un pays tolérant aux causes LGBT. Mais en fait, le pinkwashing, ce que ça dit aux communautés LGBT en Amérique du Nord et en Europe, c'est nous sommes gay-friendly et à cause de cela, vous devez nous soutenir tout en leur demandant d'ignorer les crimes de guerre d'Israël, les violations du droit international, l'occupation de la Palestine pour les plus de 75 ans dont j'ai parlé. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est utilisée pour comme changer l'image d'Israël comme lieu de guerre, d'occupation, de colonisation, pour la remplacer avec une image plus moderne et amicale qui parle à des personnes ayant des politiques supposément plus libérales. Puis en fait, c'est un moyen de rendre le zionisme plus attrayant pour des communautés LGBT. Puis c'est vraiment révoltant parce qu'en fait, si tu parles à des personnes palestiniennes queer, et elles existent, elles ne peuvent jamais accepter aucun effort pour ou être complices avec l'effort de normaliser Israël. Les militantes, puis les militants anti-pinkwashing disent que tout le monde, en fait, devrait combattre et résister tout effort de normalisation, puis pour mettre fin à l'occupation et à l'apartheid. Donc, dans cette logique, en fait, tout effort de pinkwashing qui n'est pas contré est une violence coloniale contre les colonisés. Puis en fait, les personnes palestiniennes queer disent que, en fait, c'est pas correct pour les personnes LGBT, par exemple, de venir en Israël puis de danser avec d'autres personnes queer dans des fêtes LGBT à Tel Aviv, tout en sachant que ces mêmes personnes LGBT israéliennes peuvent être les mêmes soldats qui tuent des enfants dans différents quartiers en Palestine. Donc, en fait, le pinkwashing, là, c'est une violence coloniale qui est tellement insidieuse sur les corps des personnes queer palestiniennes parce qu'elle, en fait, elle vise à renforcer plein de mythes, comme quoi la seule chose dont les personnes queer palestiniennes devraient supposément se libérer, c'est l'oppression et l'homophobie, la transphobie, tandis qu'on sait que l'homophobie, la transphobie, toutes ces oppressions, c'est n'importe quelle personne queer sur la planète qui fait face à ces oppressions-là. La différence, c'est qu'Israël, en fait, tente de vendre un rêve inatteignable
aux personnes palestiniennes queer. C'est cette espèce de fantasme que le colonisateur détiendrait la liberté en leur faisant rêver d'aller en Israël, à Tel Aviv, alors que c'est illégal pour des personnes palestiniennes qui vivent dans les frontières de 1967 et à Gaza d'aller vivre en Israël. Justement, Donc, j'aimerais peut-être, Nelly, justement parler un peu plus de cette communauté queer palestinienne avec une autre invitée autour de la table, Manaï, puisque, dans le fond, vous la connaissez quand même bien, cette communauté queer palestinienne. Comment elle est? Bonne question. En fait, Kim, c'est très important d'abord de commencer par dire que, et là où je rejoins Nelly, en fait, dans ce qu'elle venait de partager, c'est que les forces d'occupation israéliennes essayent de se donner cette belle image par rapport aux droits et aux personnes LGBTQ+, qui est vraiment très, très loin de la réalité. En fait, l'occupation israélienne utilise, par exemple, l'orientation sexuelle et l'identité de genre des personnes queer palestiniennes comme outil de menace. En fait, si ces personnes refusent d'être instrumentalisées comme des agents d'information secrète, ces personnes, par exemple, se font outer à leur famille et à leur quartier, puis peuvent subir de toutes sortes de violences inimaginables des forces d'occupation israéliennes. Je vous donne un simple exemple. Très, très récemment, une femme trans nommée Zeava, qui était âgée de 22 ans, qui s'est suicidée récemment en octobre à Haïfa, pour plusieurs raisons. Un, toutes les violences qu'elle a subies au fil de ces dernières années. Puis elle a eu accès, en fait, elle a été permise, en fait, d'entrer à Israël, mais en même temps, elle a été niée ses droits de base, ses droits humains de base. Elle n'avait pas de permis de travail, elle n'avait pas de carte maladie, elle n'avait même pas une carte de résidence, ni accès aux services vraiment essentiels. Donc, elle vivait beaucoup dans ce risque-là et en fait, elle a fini par se suicider. Donc, tout ça pour dire que Israël permet et partage l'information, en fait, que c'est un territoire safe pour les personnes LGBTQ+, et leur permet de rentrer au territoire, mais leur rend la vie impossible en même temps. Donc, c'est ça la vraie image que Israël est en réalité. Et ceci, en fait, a été rapporté par des activistes queer à Israël eux-mêmes. Et puis, Donc, oui, donc j'ai juste aussi ramené en fait, parce que je voulais parler de ce mouvement aussi de solidarité queer. Qui est né, vous avez cofondé Mubadarat, on en a parlé au début de l'entrevue. Vous avez un peu initié cette mobilisation ici au Québec après les événements du 7 octobre, puis ça a rapidement fait boule de neige. Il y a d'autres groupes qui ont joint le mouvement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé et comment cette solidarité s'est développée, s'est exprimée au fil des semaines? oui, oui, bien sûr. En fait, comme toute personne humaine qui a un cœur et qui a la raison, entre autres, on a rapidement réagi aux injustices et aux crimes qui ont eu lieu et qui continuent à se passer à Gaza. Et donc, on s'est rejoint en fait aux différentes manifestations qui se passaient à Montréal. Et c'est là où on a créé une sorte de carré ou bloc queer dans les grandes manifestations. Et c'est ça, en fait, qui a créé cet effet de boule neige, comme tu venais de le dire, et ça a encouragé d'autres personnes et d'autres groupes queer à se joindre à nous. Donc, ça a commencé à Montréal et en fait, le Pink Bloc faisait partie
des groupes qui organisaient ce carré-là. D'autres groupes aussi se sont rejoints à nous. Et on a en fait aussi organisé le carré queer de la dernière manifestation qui a eu lieu, la manifestation nationale qui a eu lieu à Ottawa. Et c'est là où vraiment des groupes et des personnes du partout du Canada qui se sont présentés avec nous. Et on a vraiment essayé de passer les messages forts que ces personnes queer palestiniennes existent. Ces personnes sont là, elles ont droit, comme toute personne, à l'égalité et il y en a marre de qu'on les voit vivre des discriminations, des violences, de l'état d'occupation israélienne, excusez-moi. Et en fait, c'est un peu pour amplifier leur voix et leur réalité là où on peut. Oui, j'allais dire, une de ces voix qui s'est ajoutée aussi à ce mouvement, c'est la voix du Pink Bloc, Bison Rose, qui est avec nous. En novembre, il y a un plaidoyer de libération publié par des queers en Palestine qui a reçu l'appui de plus de 500 organisations LGBTQ+, à l'international. Le Pink Bloc était signataire de cette déclaration. Pourquoi c'est important pour vous, en tant que personne blanche, militante blanche, d'agir activement pour montrer votre soutien? Oui, ben, effectivement, je pense que c'est très important d'amplifier justement les voix queer palestiniennes et les voix palestiniennes plus généralement. Nous, en fait, on était déjà en train de rédiger un texte pour noter notre soutien au mouvement pour la Palestine libre. Quand le compte Queers in Palestine, l'organisme Queers in Palestine qui a publié ce texte-là, nous a rejoint par Instagram pour demander notre soutien. C'est à ce moment-là que, en fait, on est très, à la base très, très heureuse de signer cela. Puis depuis ce temps-là, un de nos projets, c'est vraiment de distribuer ce texte-là le plus possible ici même à Montréal, surtout dans les communautés queer. Donc, on a créé un petit zine avec la version francophone qu'on distribue souvent en manif. Puis c'est ça, je pense que c'est vraiment bien de parler à notre propre nom, mais aussi très important d'amplifier les voix des personnes qui sont directement affectées par cette occupation, notamment Queers in Palestine. Puis, dans le fond, c'est ce lien-là de solidarité entre la communauté queer et les Palestiniens. Il n'est pas nécessairement nouveau. C'est pas parce qu'il y a eu une déclaration 500 que ça commence aujourd'hui. Ça fait quand même déjà quelques décennies qu'on peut retracer les premiers signes de cette solidarité-là. Effectivement, il y a vraiment beaucoup d'activistes et d'académiques queer qui ont mis voix à leur solidarité avec la Palestine au fil des décennies, notamment le ACT UP. Je me souviens plus de l'acronyme, mais l'organisme contre le sida qui a été très prolifique pendant les années 80 et 90 avait publié justement des trucs de solidarité avec la Palestine. L'académique Sarah Schulman, le réalisateur de documentaire John Grayson. Au fil des années 2000, surtout, en fait, le concept du pinkwashing à travers l'arme israélien de propagande, le Hasbara, a été vraiment instrumentalisé pendant les années 2000. Puis depuis le début des années 2000, à peu près, un gros mouvement, justement, de solidarité queer. Donc, pas juste des individus qui sont pro-palestiniens et queer, mais vraiment un mouvement de solidarité queer avec la lutte pro-palestinienne. Ça s'est formé pour justement dénoncer ce pinkwashing-là. Donc, comme j'ai dit avant, John Grayson, c'est un grand réalisateur de documentaires canadien, en fait, de Toronto, qui a été emprisonné en Égypte, justement, pour avoir essayé de rentrer à Gaza pour livrer de l'aide humanitaire. Sarah Schulman a publié un livre en 2008, je crois, qui était très explicitement un texte pro-palestinien d'un angle queer. Donc, c'est vraiment un mouvement qui a beaucoup d'histoire derrière.
et surtout dans les milieux très politisés, queer anticapitaliste, queer leftiste. Par exemple, au Pink Bloc, une grande partie de notre activisme et de nos points de vue anticapitalistes, ça inclut l'anti-impérialisme, ça inclut l'anticolonialisme, puis ça inclut très clairement l'antisionisme, le sioniste étant un concept de colonialisme. Vous avez mentionné que le pinkwashing, ça fait déjà plusieurs années qu'il est dénoncé dans la communauté queer par rapport à ce qui se passe en Israël. Nelly, je reviens vers vous parce que cette question du pinkwashing, on l'a entendu, ça vous interpelle particulièrement. Et pour le mettre en contexte, dans le fond, vous avez d'autres exemples aussi qui s'apparentent au pinkwashing que vous avez recensé ou en fait qui a été observé et que vous dénoncez. Oui, en fait, donc, d'autres types de washing, si on veut. Un est en lien avec l'environnement. Donc, on pourrait parler d'éco-blanchissement ou de greenwashing. Puis, en fait, c'est que Israël fait passer, si on veut, entre guillemets, au vert ses projets coloniaux et ses violences, ses violations plutôt des droits humains à l'encontre des Palestiniens et des Palestiniennes de manière différente. Donc, il y a plusieurs mythes qui profitent à Israël. Premièrement, Israël, en fait, efface le fait qu'au fil des années, il y a une expulsion de centaines de milliers de Palestiniens et de Palestiniennes. Puis ça suggère à tort que la Palestine était une espèce de terre déserte que les zionistes ont pu revendiquer à juste titre sans déplacer ou sans déposséder qui que ce soit. Puis il y a un second mythe selon lequel on présente Israël comme un espèce de pays progressiste et technologiquement avancé, soucieux de l'environnement, capable de reverdir rapidement cette espèce de terre inhabitée, désertique. Mais la réalité, c'est que les colons zionistes sont arrivés en Palestine dans les décennies qui ont précédé la création de l'État d'Israël. Et la terre était habitée par le peuple palestinien, dont la plupart étaient des agriculteurs. Les Palestiniens et Palestiniennes cultivent la terre depuis des siècles. L'agriculture palestinienne était durable et la fertilité de la Palestine était vraiment inégalée. Et donc, il y a comme cette espèce de mythe selon lequel ils auraient modernisé la Palestine, mais la réalité, c'est que les Palestiniens et Palestiniennes avaient différentes cultures, dont le fameux melon d'eau, les agrumes, les raisins, les olives, le coton et j'en passe. Et puis, est-ce que Israël est respectueux de l'environnement? À plusieurs égards, absolument non. Donc, Israël est a une des plus grandes empreintes écologiques et empreintes de carbone par habitant au monde. Donc, Israël est en fait l'un des principaux responsables du changement climatique. L'agriculture, soi-disant israélienne, n'est pas durable et contribue de manière significative à la crise environnementale croissante. Entre autres en utilisant largement des pesticides qui contaminent les eaux souterraines et aussi l'environnement autour. Donc, il y a une inadéquation selon vous. Il y a une inadéquation, je vais finir par le dire, selon vous, entre les actions et les gestes qui se passent sur place. Mariam, oui. Je reviens vers vous parce que dans les dernières semaines, le groupe Voix juive indépendante a affiché son soutien envers les Palestiniens. On a parfois l'impression que la communauté juive parle d'une seule voix, ce qui n'est manifestement pas le cas ici, même si ce discours-là de Voix juive indépendante est minoritaire. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il y a une solidarité possible entre deux communautés qui coexistent difficilement depuis si longtemps au Moyen-Orient?
En fait, tout d'abord, faut commencer par faire la différence, en fait, entre être juif et être sioniste. Ça, c'est vraiment très, très important parce que il y a beaucoup de gens qui font mixer les deux concepts qui sont différents. À titre exemple, je pourrais vous partager en fait le fait que pendant les mobilisations qui ont eu lieu, quel que soit ici à Montréal ou dans d'autres villes du Canada, plusieurs personnes juives, queer, se sont, se sont rejoints à nous, en fait, et vraiment leur présence est très importante. Ces personnes font déjà partie de notre communauté en général et elles sont également affectées par ce que les sionistes sont en train de faire. Donc, ils font ça aussi à leur nom, avant que ce soit pour les Palestiniens, les Palestiniennes. Donc, c'est vraiment bien de voir cette mobilisation des personnes juives indépendantes, quelles que soient queer ou autres, et nous encourageons vraiment ces personnes à continuer à être présents et présentes dans les grandes manifestations, à parler vraiment de ce qui se passe et continuer à soutenir les personnes queer palestiniennes, mais palestiniennes en général aussi. Bison Rose, vous avez parlé de cette relation qui existe depuis quelques décennies, mais quand même, le moyen de l'incarner, cette solidarité, a beaucoup changé, notamment avec l'arrivée des médias sociaux, d'Internet. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le climat actuel, technologique, vient influencer ou impacter ce mouvement de solidarité internationale? Oui. En fait, on le voit vraiment que l'opinion publique majeure est en train de changer, notamment depuis les derniers 5-10 ans, mais surtout depuis le 7 octobre, surtout dans les plus jeunes générations. En fait, je me souviens plus des chiffres exacts, c'est pas fact-checked ça, mais en fait, parmi les Juifs aux États-Unis en dessous de 40 ans, il y a à peu près seulement un 25% qui sont pro-sionistes anti-Palestine. Fait que même dans les communautés juives, dans les communautés queer, dans les communautés plus larges, générales, c'est vraiment quelque chose... les gens se solidarisent plus parce qu'ils voient plus qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Fait que justement, avec l'arrivée des médias sociaux, c'est vraiment plus facile pour des gens sur le terrain, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit en Jérusalem, que ce soit à Gaza, à partager leurs histoires. Et c'est sûr que ça rend l'affaire beaucoup plus difficile quand Israël est en train de bloquer l'Internet à Gaza. Mais même avec ça, il y a des manières de soutenir les journalistes indépendantes palestiniennes, entre autres à Gaza. On peut les envoyer des cartes SIM prépayées virtuelles qui peuvent servir à avoir accès à Internet. Fait qu'à travers des plateformes comme TikTok et même Instagram, il y a beaucoup moins de censoria. Il y a encore beaucoup de censoria sur les deux plateformes et toutes les autres plateformes mainstream Internet, mais versus le forme de partage d'informations propagée par les médias mainstream, mettons nouvelles télévisées, journal, où le partage d'informations est beaucoup plus centralisé. Là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile de contrôler le narratif. Donc, dans les médias, surtout occidentaux, au fil des décennies... il y a plusieurs dynamiques en même temps qui sont en force. Il y a un biais très fort pour l'Israël dans les médias mainstream. Mais là, on voit dans les médias sociaux, on voit que la nouvelle génération est beaucoup plus ouverte aux enjeux de justice sociale et anticoloniale. Et en même temps que c'est beaucoup plus facile pour les gens directement affectés à communiquer qu'est-ce qui se passe sur le terrain, justement. Donc, il y a des canaux traditionnels, il y a des canaux plus émergents, et c'est pas nécessairement la même dynamique qui s'exprime sur chacun de ces canaux-là. Effectivement, il y a une forte indépendance justement, de partage d'informations sur ces plateformes.
Mariam, vous aviez quelque chose en fait à dire sur en fait comment vous vous sentez en tant que personne ici au Canada dans cette dynamique aussi internationale de diplomatie. Comment vous vous sentez quand vous voyez le gouvernement canadien, peu importe que ce soit les décisions qu'ils ont prises dans les dernières semaines ou des déclarations, comment vous réagissez à tout ce qui s'est passé? Mhm. Ben, en fait, c'est personnellement, d'abord, je le vis très, très mal. Et même collectivement, en tant que personne migrante ici, pro-palestinienne, on le vit très, très mal. On est en fait témoin du Canada, pays où on réside actuellement, être un pays complice des atrocités commises par les sionistes. Tout le monde le sait et le dit. Le Canada finance clairement l'État sioniste et aide militairement. Et j'en passe. Les sortes d'aides sont vraiment multiples. Le Canada est également en silence absolu à l'égard des crimes qu'Israël continue à commettre en fait en Palestine, à Gaza actuellement. Puis, ça me désole vraiment la réaction d'indifférence du Canada quant à ce qui se passe à Gaza actuellement, aux enfants, à la population en général à Gaza. On a vu une réaction complètement différente, mais vraiment différente, quand on parlait du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, le Canada a clairement ouvert ses portes grandement pour accueillir les personnes ukrainiennes. Par contre, on voit actuellement aucune action humanitaire qui n'a eu lieu à l'égard des personnes palestiniennes, ni de programme d'aide humanitaire spéciale, ni quoi que ce soit. Et c'est vraiment aberrant et honteux d'un gouvernement qui se dit vraiment champion de protection des droits des personnes, des droits humains. Puis en plus, en fait, pour clarifier aussi au public qui nous écoute ce soir, c'est que l'effet en fait des bombes et des armes qui ont été utilisées à date à Gaza, ce qui est l'équivalent d'à peu près 2 bombes atomiques, est vraiment terrible sur le peuple, la terre, le climat, sur tout en fait. Et ça va pas affecter seulement Gaza ou la Palestine, mais ça va affecter toute la région et le monde entier. Voilà. Sachez aussi que le Canada exporte se font tester sur le peuple palestinien. Et ça, c'est honteux. Donc, vous dénoncez Donc, un deux poids, deux mesures aussi dans la réaction canadienne. Oui, c'est vraiment, on demande vraiment une clarté de décision politique, d'équilibre en fait de décision. Pourquoi on ouvre la porte grandement pour les Ukrainiens? Parce que c'est des personnes blanches, clairement, et on ne fait pas la même chose aux personnes palestiniennes. Donc, on demande clairement au gouvernement canadien de condamner, en fait, les génocides qui se passent et les crimes commis par l'occupation israélienne. On demande un cessez-le-feu immédiat et on demande aussi que le Canada montre un différent comportement, un différent visage de ce que c'est être champion de droits humains, en fait. En terminant, Bison Rose, vous souhaitez lancer un nouvel appel à la mobilisation prochainement. Oui, en fait, avant de faire ça, je tiens aussi à rajouter sur ce que Mariam a dit que, dans le fond, une des larges raisons pourquoi le gouvernement du Canada est en soutien d'Israël et de son projet de colonialisme et d'occupation, c'est parce qu'on a eu notre propre colonisation. On est un État colonisateur qui a mené notre propre génocide contre les peuples autochtones à l'île de la Tortue. Donc, c'est souvent les mêmes tactiques que l'Israël utilise que par le passé et par le présent, Canada et les États-Unis ont utilisé. Fait que je pense que c'est aussi important de noter cela.
Et manifestation le 15 décembre? Oui, donc pour la manifestation du 15 décembre, on a une manifestation qui va passer à travers le village sur Sainte-Catherine à partir de 5 heures au métro Papineau, notamment une manifestation pour dénoncer le pinkwashing, une manifestation de personnes queer, LGBTQ et alliées pour une Palestine libre. Donc, encore une fois, ça va être le 15 décembre, 17 heures, métro Papineau. Alors, Nelly Mariam Manaï, cofondatrice de Mubadarat et Bison Rose du collectif queer Pink Bloc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un doigt levé. Oui, je veux juste aussi mentionner, la manifestation est organisée en collaboration avec Mubadarat, le Pink Bloc, Relem Montréal et à l'appui de plusieurs autres groupes et collectifs. Et alors, merci à vous trois. Un merci aussi à nos auditeuristes qui nous ont écoutés faire cette discussion. Je sais que c'était une longue discussion, mais un sujet comme celui-là, on trouvait important de ne pas y aller trop vite pour permettre aux nuances de s'exprimer tout au long de cette discussion. Merci à vous trois. C'est déjà le mot de la fin. Je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est notre dernière émission avant les vacances des fêtes. Alors, c'est la dernière occasion en 2023 de venir vous joindre à nous au bar Le Normandie dans le village à Montréal. Mais pas la dernière occasion puisque, bien, on vous reviendra après les fêtes vers la fin janvier. D'ici là, on vous prépare une autre émission spéciale la semaine prochaine avec toute l'équipe culturelle. Alors, soyez des nôtres. En attendant, abonnez-vous à nos comptes Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. On va continuer à les alimenter durant notre pause là, jusqu'à la fin janvier. Je remercie notre premier invité ce soir, Dave Tremblay, président de l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec. À la technique ce soir, Shant Abralian et l'interprète en langue des signes. Tout un défi ce soir, mais elle a réussi avec brio, semble-t-il. Marie Penel. Merci beaucoup, Marie. Et ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe de Tous, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.